J'aimerais inviter notre première conférencière de la journée, Mme Nancy Lintan, à venir nous parler sur le thème de l'économie solidaire. Je vais lui laisser le soin de se présenter un peu comme on fait les autres conférenciers. Notre conférencière sait que vous êtes très éveillé et que vous posez des questions. Le style sera un style interactif. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole et on l'accueille chaleureusement. Bon, alors, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, je me présente. Moi, je travaille depuis, en tout cas, je ne compte plus les années ou les décennies, mais depuis près de 40 ans dans le développement communautaire, mais surtout depuis 30 ans, comme militante sociale, j'ai commencé à réaliser, c'était au tout début des années 80, que les enjeux sociaux auxquels faisaient face les gens les plus démunis de notre société et notre société dans son ensemble, et moi je travaille dans un quartier très pauvre de Montréal, qu'on n'arriverait jamais à répondre à l'ensemble des besoins sociaux parce qu'il y avait un problème de développement. Et le modèle de développement qui créait de plus en plus de marginalisation. C'était au début des années 80, c'était le temps de Reagan, Margaret Thatcher, il y a beaucoup de jeunes, vous n'étiez pas autour, mais on nous disait que l'enjeu pour le développement, résoudre les problèmes de la société, c'est un effet, ce qu'il appelait en anglais « trickle-down effect ». Reagan et Thatcher, et c'était la base du modèle et nos politiques économiques depuis beaucoup d'années, depuis ce temps-là, c'est dire ce qu'il faut, c'est encourager la création de la richesse par le secteur privé, donc enlever toutes les entraves, et cette richesse-là allait pas couler vers le bas. On n'a jamais même utilisé ce mot, on a parlé de trickle-down, des gouttelettes qui allaient ruisseler vers le bas, et que c'est comme ça qu'on devait donc attendre que les grands de ce monde créent la richesse pour régler les problèmes de pauvreté. Moi, j'ai été une militante dans les milieux sociaux qui se rendait compte qu'on était à 10 minutes de centre-ville, dans le quartier où je travaillais, où il y avait beaucoup de richesses à Montréal, et il n'y avait rien qui descendait. Donc, il fallait peut-être s'y prendre autrement et essayer de développer l'économie au profit des citoyens. Évidemment, on nous a pris pour une gang de folles, parce qu'on était surtout des femmes, il y avait quelques gars, mais... et ce matin, j'ai écouté les nouvelles. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles ce matin, le FMI et ça, l'OCDE, ça fait déjà 2-3 fois qu'ils le disent. C'est clair, limpide, que le trickle-down effect ne fonctionne pas, que depuis 30 ans, on n'a jamais eu autant de création de richesses sur la planète et les écarts entre les riches et les pauvres à l'intérieur d'un pays, entre les pays riches, les pays pauvres, les régions riches et les régions pauvres, n'ont jamais été aussi grandes. Et là, on ne parle pas de tous les impacts, évidemment, de ce modèle de développement sur l'environnement et l'avenir de la planète. Alors, tout ça pour dire, si je me présente, je suis quelqu'un qui a fait un bout et assez vieux pour savoir que nous, les gens qui cherchaient une économie plus inclusive et durable et démocratique, ce qu'on disait à l'époque, malgré Reagan et Thatcher, on avait raison. Et donc, il faut repenser l'économie. C'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être juste pour me présenter par rapport aux thématiques de la francophonie. Moi, je suis une anglophone de Montréal, mais qui a pris mon passeport pour traverser la rue Saint-Laurent il y a très longtemps. Comme dit mon beau-frère, tu sais, une expression au Québec, on va les avoir, les Anglais, il dit, bien, au moins avec Nancy, on en a une. Et mon mari, c'est un franco-ontarien qui vient du nord d'Ontario, et ça, c'est un autre lien avec cette thématique-là, parce que pour la survie des francophones, on fait le lien avec l'économie, vous avez parlé de la culture, mais un des aspects de l'économie sociale, c'est aussi, que ce soit au Québec ou l'histoire de la francophonie au Canada, était un des outils qui a permis la survie des communautés francophones. Mon beau-père, avant que je le connaisse, était fondateur de la Caisse populaire, qui a développé des coopératives dans son milieu parce que c'était la seule façon pour les francophones d'avoir accès et de pouvoir développer leur économie sur leur propre base et en respectant leur propre culture. Alors, à bien des égards, l'économie sociale, et on y reviendrait, est vraiment un enjeu très lié au développement, pas juste social, mais aussi de la survie culturelle. Certainement des francophones en Amérique, mais je pense que c'est probablement le cas dans beaucoup de cas à travers la planète. Mais avant de rentrer dans mon exposé, on va faire une petite pause publicitaire parce qu'on a coproduit avec le Centre de la francophonie une petite vidéo sur l'économie sociale pour ceux et celles qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Et voici notre pause publicitaire.
Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre le social au service de l'économie. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut trois choses: la rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a 5 caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leurs mots et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Bon. On a hâte qu'ils montent des annonces comme ça pendant les games de hockey ou la Coupe mondiale, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, oui, effectivement, et, vous avez l'économie. Combien de monde ici ont déjà entendu l'expression économie sociale? Oh, bien, c'est pas mal quand même. Disons, il y a quelques années, ça aurait été beaucoup moins que ça. Même moi, qui en faisais de l'économie sociale, qui en développait dans le développement des quartiers de Montréal, qui a participé à des coopératives d'alimentation, etc., cette expression-là n'était pas du tout connue, en tout cas certainement au Québec, sauf par certains chercheurs. En Europe, c'est utilisé beaucoup plus par les grandes coopératives et mutuelles. Mais j'ai découvert, par exemple, qu'Alphonse Desjardins, pour ceux qui connaissent le Québec, la plus grande institution financière, c'est une coopérative financière. Bien, Alphonse Desjardins, en 1900, quand la première coopérative a été créée dans un milieu rural au Québec, parce que les grandes banques sont arrivées, puis les gens ils voulaient avoir accès du crédit, les banques sont arrivées et ont dit, il n'y a pas d'argent à faire là, pas intéressant. Ils sont retournés sur la rue Saint-Jacques à Montréal. Bien, ils ont créé une coopérative. Ils faisaient partie de la Société d'économie sociale de Montréal, qui est en lien avec les Européens. Mais on a quelque chose qu'on a appris à connaître et reconnaître. Bon, alors, c'est sûr, bon, les vidéos en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il va y avoir un peu de répétition, mais il n'en demeure pas moins que si on parle aujourd'hui d'économie sociale, solidaire, vous allez en tout cas entendre d'autres terminologies et je vais vous montrer comment c'est en train de se répandre comme un mouvement au niveau international d'une manière assez rapidement et de plus en plus. C'est effectivement, comme on dit, ces crises économiques à répétition, ces écarts grandissants, la crise environnementale, la crise alimentaire qui vivent beaucoup de pays, ça pose des questions fondamentales, je pense, et les citoyens en général posent ces questions-là sur notre modèle de développement. On s'est fait dire depuis longtemps qu'il n'y en a qu'un seul modèle, le modèle néolibéral qui nous est... Il y a même de monde aux États-Unis quand le mur de Berlin est chuté en disant que c'était la fin de l'histoire.
dans les faits, le modèle de développement qu'on a ses limites, tout le monde les reconnaît, et de plus en plus, ce qu'on voit à travers la planète, c'est que les citoyens se mobilisent, se manifestent de multiples façons au cœur de l'économie, et c'est un peu comme moi, je dois résumer l'économie sociale, souvent je dis c'est exactement ça, c'est l'action citoyenne au cœur de l'économie. Alors, c'est vraiment, comme disait la vidéo, c'est un mouvement entrepreneurial. Donc, on est dans l'économie, on est dans la création de biens et de services, dans l'échange de biens et services. C'est le début de cette prise en charge. Et il émerge, pour plusieurs raisons, il émerge souvent dans certains pays comme des stratégies de création d'emplois. Moi, quand j'ai eu des nouvelles responsabilités, et je vais parler de l'organisation, c'était un moment où le taux de chômage était à 14 % au Québec, et donc on est tourné vers cette forme d'économie pour la création d'emplois. Mais c'est aussi, et je le dis souvent, on parle du problème du partage de la richesse, qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent. C'est aussi une manière de créer et partager la richesse. Et si on voit en Amérique latine, dans certains pays de l'Europe, l'Afrique, l'Asie, vraiment un peu partout, l'économie sociale ou solidaire, le vocabulaire change, est partie prenante des stratégies de développement, que ce soit au Mali où il n'y a pas de système de santé publique, donc c'est par des mutuelles de santé, comme ça fut le cas en France dans les années 30, que les gens s'organisent pour se donner des soins de santé. On le voit, dans le fond, à bien des égards, pour avoir accès du crédit, comme ça s'est fait au Québec. Il y a des mutuelles, il y a Alors, on connaît l'économie sociale sous toutes ses formes et il est présent de plus en plus dans toutes sortes de secteurs. Comme je disais, un des défis qu'on a dans ce mouvement-là, c'est du vocabulaire. Au Québec, on parle de l'économie sociale. Si on va en Amérique latine, c'est plutôt l'économie solidaire qui est la terminologie. Des fois, dans l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord, on parle d'économie sociale et solidaire. Bon, il y en a qui disent, mais le focus sur le statut juridique, en disant, on parle des coopératives, on parle des associations, des entreprises communautaires, économie populaire. Je pense que celle qui va nous parler après de ce qui se passe au Mexique va parler beaucoup de l'économie populaire. Donc, les terminologies diffèrent, mais il y a une réalité commune, comme j'ai dit, c'est que ce sont les entreprises, donc, qui produisent des biens et des services, mais qui sont les résultats de démarches collectives, de l'action citoyenne. Et on dit souvent, les chercheurs disent souvent que l'économie sociale naît des besoins et des aspirations des communautés. Donc, l'objectif, c'est pas évidemment de donner un rendement aux actionnaires, mais c'est vraiment de répondre à des besoins des communautés qui peuvent être des besoins en termes de création d'emplois, comme ça peut être des besoins d'avoir accès à la culture, je reviendrai, etc. Un autre élément et qui est important de rappeler, c'est quand on parle des entreprises collectives, on ne parle pas d'entreprises publiques. Nous, on parle beaucoup de l'économie plurielle en disant notre économie est diversifiée. On a souvent, puis on enseigne encore souvent, une vision très binaire de l'économie. Et l'économie privée à but lucratif et l'économie publique, c'est-à-dire l'État, les services publics, etc. Souvent, on met ça en opposition. Nous, on parle d'une économie plurielle. Et donc, cette plurielle, ce troisième pilier de cette économie, c'est cette économie sociale, collective, portée par les citoyens, qui recherche le bien commun, mais qui n'est pas nécessairement de l'économie publique. Et il y a des gens de plus en plus, des économistes et des experts en management qui disent qu'un des problèmes dans notre société, dans le monde aujourd'hui, c'est le déséquilibre. Et donc, l'économie sociale vient permettre de rééquilibrer le type d'économie qu'on a pour que ça soit plus durable et plus inclusif. Parce qu'un des éléments fondamentaux de l'économie sociale, c'est la primauté des personnes sur le capital. Ça peut avoir l'air d'une phrase creuse, mais si on regarde aujourd'hui, puis on parle de l'économie et tout l'enjeu de l'économie mondiale depuis quelques décennies, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire ceux qui détiennent le capital décident comment le développement va se passer. Mais la philosophie et l'approche de l'économie sociale, c'est ceux qui font le développement doivent avoir les outils et le capital pour permettre de faire le développement pour répondre aux besoins de leur collectivité. Au Québec, on a une définition qui est maintenant reconnue dans une loi, j'y reviendrai, bon, comme je dis, qui a pour but de servir ses membres, la communauté, plutôt qu'engendrer des profits et viser le rendement financier. Ils doivent être évidemment viables, des entreprises, mais l'objectif de faire bien du cash, c'est pas ça l'objectif. Autonomie de gestion, comme j'ai dit, un enjeu de processus de décision démocratique
qui peut varier selon la forme. On sait que vous avez visité une coopérative hier, c'est une coopérative de producteurs? Oui, mais c'est une coopérative de producteurs. Donc, c'est les fermiers qui se mettent ensemble puis ils se donnent des outils communs pour pouvoir produire et mettre en marché le fromage. Il y a des coopératives de travailleurs, il y a des coopératives de consommateurs. Donc, il y a toutes sortes de types de coopératives. Il y a des coopératives qui même sont un peu un mélange entre les associations des coopératives, ce qu'on appelle au Québec les coopératives de solidarité. Je pense en France, on appelle ça des coopératives à finalité sociale. En Italie, des coopératives sociales, etc. Bon, comme j'ai dit, défendre la primauté des personnes. Et pour nous, ce qui était important, on a quand même un peu rajouté ça, les principes de la participation, la prise en charge et la responsabilité individuelle, bien sûr, et collective. Donc, l'individu a aussi sa responsabilité au sein du mouvement et de l'économie sociale. Et donc, l'économie sociale, de quoi s'agit-il? C'est une réalité économique. Malheureusement, il y a beaucoup de statistiques qui manquent. Il y en a en Europe, où on parle en Europe souvent, par exemple en France, on estime à 10 de l'emploi, 7 du PIB. Au Québec, on est toujours pas dans les statistiques officielles, mais ça s'en vient. Le gouvernement vient de prendre un engagement et même mettre du cash pour pouvoir avoir dans les statistiques du Québec les chiffres fiables sur l'économie sociale. Donc, on travaille encore avec un peu des chiffres maison, mais on parle de plus de 7 000 entreprises, de peut-être plus près de 200 000 personnes qui y travaillent, 8 du PIB, etc. Mais c'est plus que juste une force économique qui produit des biens et des richesses, parce que c'est aussi un mouvement social qui participe à la transformation de notre modèle de développement. Alors, vous allez trouver les acteurs de l'économie sociale impliqués d'une manière ou d'une autre dans toutes sortes de mouvements, que ce soit les forums sociaux, la transformation des villes, on viendra, etc., parce que c'est une forme d'entreprise et d'entrepreneurship qui porte aussi des valeurs. Il y a même un slogan qui est utilisé parfois. On dit en économie sociale, nous, nos valeurs les plus sûres ne sont pas cotées en bourse. C'est des valeurs de la démocratie, de la participation, etc. Et évidemment, ce mouvement, c'est aussi un mouvement de la société civile qui travaille de concert avec le gouvernement et le secteur privé. On parlait d'une économie plurielle. C'est justement là, si on veut comprendre l'économie sociale, on doit comprendre l'entreprise, mais aussi on doit comprendre toutes les ramifications de ces réseaux qui se sont créés au cours des dernier siècle, parce qu'on a l'Alliance coopérative internationale jusqu'au réseau des entreprises émergentes. Alors, comment l'économie sociale contribue au développement socio-économique? Comme je disais, création d'emplois. Ça, c'est... En tout cas, il y en a dans toutes... Mais souvent, c'est en même temps. Par exemple, au Québec, je vous donne un exemple. On a une population vieillissante. Ces personnes en vieillissant veulent rester chez eux. De plus en plus de difficultés parce qu'ils ont besoin d'un petit coup de main. Pour nous autres, c'est enlever la neige l'hiver, faire l'épicerie, faire un peu de ménage, etc. Et d'autres types de soutien pour que les personnes puissent rester là où ils veulent rester, chez eux le plus longtemps possible. Problème de chômage, on a mis ensemble ces besoins-là. On a soutenu, et avec un peu d'aide du gouvernement, la création d'un réseau d'entreprises en aide à domicile. Et maintenant, on a 8 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises-là au Québec. Alors, ça a créé beaucoup d'emplois. Donc, plus que la moitié étaient des gens qui étaient sur l'aide sociale. Mais en même temps, ça a répondu à un besoin, ça a créé de nouveaux services. C'est aussi des projets qui permettent la revitalisation de quartiers. Comme vous avez vu par rapport à la fromagerie, le développement rural et même déjà peut-être une combinaison les deux. Je vous donne un exemple juste à côté ici, à Gatineau, il y a quelques années, ils ont fermé la laiterie. Et les gens ont dit, bon, vous allez prendre le lait qui est des vaches de la région, vous allez envoyer ça à Montréal, puis ça va revenir, et vous allez boire du lait de Montréal. Et les gens ont dit, non, non, non. Et après 5 ans, ils ont fêté leurs 5 ans la semaine dernière, la laiterie d'Outaouais. Ça a été fait comme un projet hybride un peu, mais avec une coopérative de consommateurs. Donc, les gens de l'Outaouais, de Gatineau, ont dit, nous, on devient membre, on va acheter le lait de notre laiterie. Les travailleurs sont devenus membres, ils ont créé une coopérative de travailleurs actionnaires, ils ont investi dans leur entreprise et les anciens gestionnaires. Et aujourd'hui, cette entreprise-là, ils disent que c'est le meilleur lait au chocolat au monde. Bien, en tout cas, vous pouvez le croire ou non, là, mais ça a l'air que oui. Accès à la culture et la création. C'est clair, c'est vrai au Québec, c'est certainement vrai dans toutes les communautés
minoritaire, mais c'est vrai en général. Si on pense aux organisations culturelles, bon, moi je dis souvent chez nous, il y a le Cirque du Soleil, c'est une entreprise privée, même vendue à l'étranger récemment. Il y a Céline Dion et sa gang, mais pour le reste, là, c'est quoi? C'est des musées, ce sont souvent des institutions publiques. Puis après ça, c'est les petites organisations, des associations, de plus en plus de coopératives. Dans le fond, l'économie sociale, c'est souvent la forme qui est prise pour pouvoir produire, partager et diffuser la culture. Les nouvelles formes de tourisme, de plus en plus, les touristes ne cherchent pas les grosses infrastructures des monts Tremblants ou les tours Eiffel, etc., mais veulent vivre du tourisme de proximité, du tourisme social, solidaire, etc. Alors, on voit de plus en plus cette économie, puis assurer que les bénéfices, dans le fond, de ce tourisme-là revient à la communauté plutôt à des investisseurs extérieurs et des grandes chaînes hôtelières, etc. Donc, on voit ça émerger beaucoup. On voit comment l'économie sociale joue un rôle dans l'intégration sociale des populations marginalisées ou exclues. On a, par exemple, au Québec, un réseau d'entreprises d'économie sociale dont la mission, c'est des associations, des organismes sans but lucratif qui sont dans toutes sortes de domaines de transformation, de récupération, etc. Et leur mission, c'est donner de l'emploi à des personnes handicapées, des emplois permanents. L'État intervient en compensant la perte de productivité de ces gens-là, mais on a à peu près 9000 personnes qui travaillent dans ces entreprises-là et les études ont démontré très rapidement, c'est sûr pour les autres gouvernements qui ont des systèmes d'aide sociale, on se comprend, que ils récupèrent leur argent très rapidement. Ces gens-là ne sont plus donc dépendants de l'aide sociale, sont des travailleurs de plein droit, payent des impôts, créent de l'activité économique, utilisent beaucoup moins les médicaments et tous les services médicaux. Et évidemment, on n'a pas mesuré la dignité humaine, mais même sur le plan purement financier et économique, ce sont des entreprises qui sont très rentables pour la société. Ce sont des lieux de travail démocratique ou de gestion participative. On voit de plus en plus de jeunes qui n'ont pas le goût de travailler pour un boss, mais qui n'ont pas le goût non plus de travailler tout seul. Ils créent des coopératives. Donc, on voit l'émergence de beaucoup de coopératives au niveau de travail avec des jeunes professionnels qui se mettent ensemble pour travailler, pour créer une entreprise, et ils le font sous forme coopérative. Le développement durable en agriculture, de plus en plus, que ce soit la production de produits biologiques, etc., les ressources naturelles, les coopératives éoliennes. On n'a pas encore de coopératives minières, mais il y en a une en Amérique latine. Là, on va aller voir comment ils ont fait ça. Mais en général, c'est sûr, quand c'est des entreprises qui exigent une grosse capitalisation, c'est plus compliqué. Mais de plus en plus, certainement dans les énergies renouvelables, où ce qu'on a des entreprises collectives, souvent en partenariat avec des municipalités qui sont dans le développement. En Afrique, dans beaucoup de pays, même au Québec, l'économie sociale, ce que ça aide à faire souvent, c'est de formaliser l'économie informelle. Ce n'est pas pour rien que l'Organisation internationale du travail a mis l'économie sociale et solidaire comme un de ses axes de développement pour pouvoir, dans le contexte de son agenda de travail décent. Et tout le monde connaît un peu la question du commerce équitable. Donc, il y a un des éléments et les contributions des entreprises d'économie sociale, c'est travailler la transformation des modes de commerce international. Alors, au Québec, pour parler de l'économie... Je parle vite, hein, si vous avez des questions, je vais dévaler ça. Non? OK, ça va? L'économie sociale au Québec, c'est où ce que j'ai... je pige mon expérience, bien que je reviendrai sur l'aspect international du travail. Donc, ça a émergé à partir des années 80. J'en faisais partie des premières et des premiers qui ont dit, regarde, la façon qu'on développe l'économie, il y a quelque chose qu'on doit refaire. On avait déjà un historique du mouvement coopératif, mais qui avait un peu perdu le sens du mouvement. C'était des entreprises et de cette visibilité. Donc, finalement, autour des années 80, puis finalement, au milieu des années 90, qu'on a donné une certaine reconnaissance, on a trouvé ce vocable d'économie sociale qui mettait tout le monde autour d'une même table. Et donc, aujourd'hui, ce mouvement implique des citoyens de partout au Québec, mais aussi qui mobilise les municipalités, le mouvement syndical, le mouvement communautaire, féministe, environnementaliste, culturel, coopératif, etc. Et qui est enraciné principalement dans les dynamiques territoriales, c'est-à-dire le développement des collectivités et des milieux ruraux au Québec. Si on n'avait pas l'économie sociale, on n'aurait plus de villages.
Parce que quand le dépanneur, il ferme le bureau de poste et il ferme la caisse populaire, malheureusement encore aussi même, mais c'est des coopératives de multiservices, le monde du village se mettent ensemble, ils se donnent des services, ils trouvent des moyens, dans le fond, de redévelopper leur économie locale en milieu rural à travers les modèles d'entreprises collectives, mais c'est vrai aussi en milieu urbain de plus en plus. Et comment on a pu développer ce mouvement en se regroupant sur ce même vocable avec cette même vision, c'est qu'on a pu gagner des politiques publiques importantes en faveur de l'entrepreneur collectif. Dans le fond, ce qu'on a mis de l'avant, et c'est vrai dans beaucoup de pays, c'est qu'on doit reconnaître l'économie sociale comme une partie intégrante de notre économie. Et donc, comme il y a toujours des politiques économiques en faveur de la PME, la grande entreprise privée, etc., nous, on demande simplement d'avoir accès aux mêmes outils, mais des outils qui sont adaptés à la finalité, à la réalité, à l'approche collective des entreprises d'économie sociale. Ce qui nous a aidé beaucoup aussi, parce que si on veut parler de développement économique, on parle d'accès du capital. Hein? On ne peut pas faire des entreprises si on n'a pas d'investissement. Mais on a pu développer des outils financiers, parfois avec un soutien du gouvernement du Québec, à un moment donné avec un soutien du gouvernement fédéral sous l'ancien gouvernement, donc ça fait déjà plus de 10 ans, mais ils reviennent à la charge maintenant, ce gouvernement-là. Les alliances avec ce qu'on appelle des fonds de travail sont des fonds de pension contrôlés par le mouvement ouvrier, qui ont permis, dans le fond, de développer des entreprises d'économie sociale. Et souvent, au tout début, quand on a commencé à dire qu'il faut investir du capital, pas juste donner, investir dans les entreprises, le monde nous regardait en disant, voyons, on va jeter l'argent par la fenêtre. Et ça ne se peut pas, ça ne peut pas avoir un objectif social et un objectif économique, puis que ça soit viable, ça ne se peut pas. Mais dans les faits, en tout cas, je ne raconte pas toute l'histoire, mais au Québec, il y a un bras du gouvernement du Québec, qui est le bras investisseur, s'appelle Investissement Québec. Ils ont une vice-présidence à l'économie sociale. Cette vice-présidence, c'est la vice-présidence qui a le moins, mais de loin, les pertes les plus bas de tout le développement. Et donc, même si c'est jamais spéculatif et ça ne va jamais partir en bourse, on rembourse, comme disait le responsable qui est maintenant ministre de l'Économie, Nancy, toi, tes gens, ils remboursent. Ce sont des entreprises qui naissent des besoins, qui naissent des aspirations des gens. Les gens tiennent à ces entreprises-là. Donc, le taux de perte d'entreprise est tellement bas que même si on ne donne pas un gros rendement financier, pour ceux qui connaissent un peu la finance, on évalue toujours le risque et le rendement. Donc, si c'est très risqué, on exige un plus gros rendement. On est capable maintenant de lever de plus en plus du capital privé à des fins sociales parce qu'on est capable de démontrer que cet investissement dans cette économie est un investissement socialement responsable, mais également financièrement responsable et viable. Et pour avancer tout ça, mais là, on a aussi pu se doter au Québec depuis presque 20 ans maintenant un lieu de convergence pour promouvoir et créer les conditions, c'est le chantier. Chantier d'économie sociale, c'est l'organisation pour laquelle moi, j'ai le privilège de travailler depuis sa création. C'est composé de réseaux d'entreprises collectives, d'organisations de développement locaux et régionaux, de mouvements sociaux qui favorisent la promotion et le développement de l'économie sociale. Donc, on travaille avec tout le monde qui disent, nous, on en veut plus de ça. On est reconnu par le gouvernement du Québec comme un interlocuteur privilégié. Et notre mission, et même ça a changé un petit peu, c'est de promouvoir l'économie sociale, soutenir son développement, concerter les acteurs, représenter le secteur auprès des pouvoirs publics. Mais récemment, on a changé notre mission pour aller plus loin et dire oui, c'est de promouvoir et soutenir le développement de l'économie sociale, mais comme contribution et composante d'un nouveau modèle de développement. Donc, on travaille avec d'autres de tous les milieux parce qu'on pense vis-à-vis des défis de la planète, des défis sociaux et environnementaux et culturels, je dirais, tous les défis du développement durable, on se doit de se plonger au cœur de l'économie puis changer tranquillement ses modes de fonctionnement. Alors, pour arriver à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui au Québec, on a créé vraiment ce que les chercheurs appellent un système d'innovation avec toutes sortes d'outils dans le domaine de l'investissement. On a des fonds, puis pas des petits fonds, bien, ils sont petits si on regarde par rapport au capital international, mais des fonds de 50, 60 millions. On est de plus en plus en accélération sur la création de fonds. Mais aussi, on travaille beaucoup avec des chercheurs. On a un comité sectoriel qui s'occupe juste de la formation de la main-d'œuvre.
On travaille sur pour le regroupement d'achat, d'ouvrir les politiques d'achat des gouvernements, des municipalités pour en faire plus d'affaires avec les entreprises d'économie sociale. On a un centre de liaison et de transfert en innovation sociale et un site de portée internationale sur les politiques publiques, et je reviendrai là-dessus. On a même, et ça à l'instar de d'autres pays, parce qu'il y a eu en Équateur, il y a eu au Mexique, même si la portée n'est pas tout à fait le même, en France et dans d'autres pays, je pense en Portugal, en Espagne, et de plus en plus au Mali, tout récemment, des lois cadres sur l'économie sociale. C'est quoi une loi cadre? Une loi cadre, ça a un impact. Pourquoi on appelle ça cadre? Parce que ça a un impact sur l'ensemble de la législation et l'ensemble des appareils d'un gouvernement. Et donc, la loi cadre sur l'économie sociale qui était votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec, là, autant, en tout cas, les 4 formations politiques l'ont appuyée. C'est cette reconnaissance formelle de l'économie sociale comme une composante de notre économie et donc de dire que le gouvernement doit prendre en compte l'économie sociale dans l'ensemble des ministères et l'appareil gouvernemental, doit produire un rapport, un plan d'action tous les 5 ans, doit faire rapport à l'Assemblée nationale. Et donc, pour ceux qui s'y intéressent, c'était à peine 2 semaines que le gouvernement a finalement déposé son plan d'action en économie sociale pour les prochaines 5 ans, qui a été travaillé en partenariat, autour d'une table de partenaires avec des acteurs de l'économie sociale, avec des municipalités, etc., ce plan d'action-là pour pouvoir continuer à soutenir le développement de l'économie sociale dans sa réponse aux besoins et aux aspirations des Québécois et Québécoises. Le chantier de l'économie sociale travaille aussi beaucoup au niveau international. Dès la naissance du chantier, pour nous, ça a toujours été un enjeu de dire on vit dans une économie globalisée, bien qu'on doit travailler à créer cette économie plus inclusive à partir du terrain, à partir des quartiers, des villages, etc. C'est vrai qu'on n'arrivera à rien si on reste isolé dans notre propre patelin. Alors, le premier échange qu'on a eu dès la création de l'économie sociale, je pense que même avant qu'on ait créé beaucoup d'emplois, c'était avec la France, normalement, évidemment. Alors, on a fait beaucoup de va-et-vient avec la France, mais depuis ce temps-là, on a, en tout cas là, je parle des années 80, fin des années 90, depuis ce temps-là, on a développé des liens et on a découvert, encore une fois, comme j'ai dit au début, des fois avec un vocabulaire différent, mais que des hommes et des femmes comme nous, dans des pays autant dans le sud que dans le nord, sur tous les continents, arrivaient à la même conclusion. Il fallait commencer à transformer notre façon de faire l'économie. Il y en a qui sont connus. On connaît par exemple Mohamed Younis, qui a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a parlé de mettre ensemble du monde, des femmes et faire des cercles d'emprunt. Et en tout cas, c'était des choses qui, comme on dit encore, les banques, c'était comme quelque chose d'absolument impensable, irresponsable et non viable. Et pourtant, le microcrédit, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui est reconnu puis qui aide au développement dans beaucoup de milieux à travers la planète, y inclus au Québec, où ce qu'on a des réseaux, un réseau de microcrédit aussi. Mais nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le RIPES, qui est né au Pérou, à l'initiative des Péruviens, mais qui a fait le tour un peu et maintenant, on a un réseau en Afrique, en Amérique latine, sur tous les continents. On appelle ça le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une vision qui part des continents pour ne pas imposer le nord sur le sud, là, mais de vraiment partir de la base et qui travaille pour la reconnaissance et la promotion de l'économie sociale. On travaille avec l'OCDE, avec l'Organisation internationale du travail, et on a des échanges. Bon, il y a quelqu'un du Mexique, avec qui on a beaucoup échangé avec le Brésil, la France, Corée du Sud, je reviendrai. Cuba, par exemple, présentement à Cuba, il y a toute une réflexion sur la transformation de leur modèle de développement. Et un des courants qui est de plus en plus fort est porté pour dire on doit transformer l'économie cubaine, mais est-ce qu'on doit aller sur le modèle américain? Est-ce qu'on doit aller sur le modèle chinois? Est-ce qu'on ne pourrait pas partir des valeurs des coopératives et de l'économie sociale pour transformer notre modèle? Puis effectivement, dans l'ouverture et disons, la privatisation de beaucoup de petites entreprises, initiatives en Cuba, c'est par la formule coopérative que cette transformation est en train de se faire. Donc, nous, on travaille aussi avec les Cubains, bon, avec d'autres pays aussi.
On a été organisateur de Forum international sur l'économie sociale et solidaire en octobre 2011. Notre petite organisation avec presque rien. La force de ce mouvement fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec 62 pays, 1600 participants. Les acteurs comme la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement pour discuter sur comment ces grandes institutions doivent tenir compte de cette économie sociale et solidaire en émergence. Et j'y reviendrai, mais on est partenaire et le Centre de la francophonie l'est avec nous pour organiser en 2016 un forum global, Global Social Economy Forum, qui serait sur la question des villes et l'économie sociale. Et je vais y revenir parce que je pense que c'est un projet sur lequel on pourrait impliquer ceux et celles dans la salle qui sont intéressés à continuer. Cette économie sociale, évidemment, pas juste au Québec. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a un mouvement coopératif et mutualiste qui est bien enraciné à travers le Canada. Il y a eu des politiques publiques en faveur des coopératives au niveau fédéral dans la majorité des provinces. Puis encore une fois, les francophones sont souvent très actifs dans certains de ces réseaux-là parce que c'était des outils qui leur appartenaient ou qui pouvaient leur appartenir pour la survie comme fait français dans le reste du Canada. Le mouvement associatif aussi est très important. Au Canada, on parle de plus d'1 million d'emplois selon une étude qui est faite par Imagine Canada qui représente le secteur sans but lucratif au Canada. Plus d'1 million de personnes qui y travaillent, mais on ne le nomme jamais, mais c'est ça la réalité. Bon, il y a de plus en plus de politiques publiques, autant dans les provinces qu'au niveau fédéral, de moins en moins, je veux dire de moins en moins au niveau fédéral, mais de plus en plus au niveau des provinces. Et on voit aussi de plus en plus un intérêt pour ce qu'on appelle la finance sociale, qui est un peu le pendant du monde des finances, de l'économie sociale. J'étais d'ailleurs la semaine dernière à Toronto, il y avait une rencontre d'un groupe, un task force, un groupe de travail créé par le G7, parce que la Russie est plus, c'était G8, et la Russie n'est plus là, sur la question de ce qu'on appelle l'investissement avec impact, où ce que l'ensemble des pays, puis là, il y a d'autres pays du G20 qui se joignent pour regarder comment on peut encourager le développement de cette finance sociale, donc l'utilisation de l'argent, que ce soit dans les fonds de pension, que ce soit dans les, en tout cas de toutes sortes, là, les fonds privés de toutes sortes, pour pouvoir soutenir ce développement-là. Et c'est de plus en plus, comme je dis, non seulement des investissements viables, mais reconnus et recherchés même par des consommateurs qui de plus en plus aiment mieux mettre leur investissement dans l'économie sociale, par exemple, que dans les sables bitumineux ou d'autres types d'investissements pas tout à fait profitables pour la planète. Dans la francophonie, cette économie sociale aussi est en émergence. Bon, les minorités francophones du Canada, comme je dis, l'économie sociale comme expression de la distinction culturelle dans l'économie, il y a certainement des gens dans la salle qui peuvent en parler. Et je ne regarde pas personne, je parle vite et vous avez plus le droit. Vous ne pouvez pas m'interrompre, mais je vais finir et après on va discuter. Excuse, là. Je suis un peu verbomotrice, je le sais. Mais cette reconnaissance politique dans les territoires français, parce qu'il y a la loi sur l'économie sociale en France, qui évidemment, pour les territoires français dans les Amériques, a des implications. C'est une loi cadre à la française. Au Québec, c'est des différences culturelles, même en France. Notre loi cadre, c'était 18 articles, et la loi sur l'économie sociale en France, je pense que c'est 180 pages, mais on voulait dire la même chose. Oui, monsieur. Bonjour, Carlos Aparicio, Mexique, Monterrey. J'ai une question. Ce modèle d'économie sociale, comment peut s'insérer dans un marché où les entreprises ont pris la charge de faire la ville à cause que le gouvernement, dans tous les niveaux, n'ont pas assez d'argent comme auparavant. Alors, la manière de faire la ville, de créer des communautés, c'est d'investir, mais le gouvernement n'a pas les moyens pour faire des logements, etc. Alors, comment ce modèle peut s'insérer dans la guerre entre les capitales, grosses capitales, et la prise de décision des politiciens? Bien, je pense que la première chose, c'est qu'il y a, puis nous, on vit encore avec ça, bien que de moins en moins, cette vision que l'économie sociale, c'est une économie assistée par l'État
et que l'économie privée, ça vit sur sans aide de l'État. Qui croit ça? Je veux des noms. C'est bonhomme. Qui est complètement faux. Si on regarde les politiques économiques depuis des années, si on mesure l'argent que les États donnent à l'entreprise privée, nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est toujours, excuse l'expression en anglais parce qu'il faut le trouver en français, a level playing field. On dit, là, on veut juste la même chose. Parce que, prends Bombardier, là, vous connaissez Bombardier, Bombardier ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de l'aide du gouvernement. Crédit d'impôt pour la recherche et développement, investissement à des taux préférentiels, etc., etc., etc. C'est tout ce qu'on demande, nous. Souvent, c'est la question de la perception. Bon, l'autre affaire, je vous donne un autre exemple. Pendant des années, et ça, maintenant, on ne le fait plus au Québec, on disait, les entreprises économiques sociales, parce que ça offre des services, par exemple, pour personnes âgées, et une partie qui est payée par l'État, vivent au crochet de l'État, et c'est des subventions, puis on peut venir fouiller dans le, puis dire, bon, il faut que vous payez les gens des salaires bas, puis il faut que les fonctionnaires puissent checker tout ce que vous faites, puis il ne faut pas faire des surplus, etc., parce qu'il y a de l'argent qui vient de l'État. Tandis qu'on donne des récompenses aux grands entrepreneurs de construction qui ont construit des routes et des ponts. Et d'où vient l'argent? 100% de l'État. Il doit payer ses salariés des bons salaires syndiqués. Il n'y a personne qui vient fouiller dans ses livres. Il doit de faire des profits de mon salaire. Et là, personne dit, ça, c'est un bon entrepreneur, mais si on le fait pour un besoin social, ça, c'est de la charité presque. Donc, l'enjeu pour nous, même, c'est dans notre vocabulaire, de dire, non, ça, c'est des contrats de service. Nous, on offre un service, on veut être payé pour, puis à des valeurs. Bon, c'est sûr que quand l'État a moins d'argent, nous, notre expérience présentement, c'est que l'économie sociale, il l'aime beaucoup parce qu'on est capable de faire des choses que l'État ne peut pas faire et le privé ne va pas faire non plus s'il n'y a pas assez de marge de profit. Alors, pourquoi? Parce qu'on est innovant, on part des besoins, on est souple, on crée des emplois, on utilise les ressources du marché, les ressources il y a toujours des bénévoles, ne serait-ce que le conseil d'administration de ces entreprises-là, c'est toujours des bénévoles, par définition. Donc, en général, quand l'État a moins d'argent, c'est souvent des périodes, en période de crise, l'économie sociale, historiquement, même au tout début des coops, etc., ça naît et ça prend beaucoup d'expansion dans les périodes les plus difficiles. Au Québec, on est dans une période d'austérité, tout le monde est souffrant, les secteurs publics, etc., c'est terrible. Mais l'économie sociale, on est en plein développement parce qu'il y a des besoins et des inspirations et les gens ne lâchent pas prise. Et comme je dis, on arrive avec le temps de plus en plus de pouvoir lever du capital privé parce qu'on est capable de donner des rendements raisonnables puis en même temps utiliser. Mais il fallait innover. Bon, je donne un exemple. On a créé un fonds en 2007 qui s'appelle la fiducie de chantier. Puis on a dit, on va faire du capital patient. Les gens, ils ont dit, ça se peut pas, c'est un oxymoron. Hein? Tu ne peux pas avoir du capital patient. Capital, ça veut du rendement tout de suite. Mais on a du capital patient, ça marche, puis de plus en plus, les gens en font. Donc, je suis d'accord, mais comme je dis, l'enjeu beaucoup, c'est est-ce que dans les politiques publiques, les gouvernements, avec le peu d'argent qu'ils ont, vont favoriser les services publics, les services et le soutien de développement collectif ou l'entreprise privée à but lucratif? Et de plus en plus, comme je viens de dire, cette idée du trickle-down effect, la théorie dominante, c'est qu'il fallait privilégier le privé qui créerait la richesse qui allait descendre. Ça ne marche pas. Malheureusement, les politiques économiques sont encore très orientées, mais avec le temps, on va y arriver. Oui. Marie-Pierre Quevion de Montréal. En fait, c'est plus un commentaire, je dirais. Est-ce que, une question aussi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, moi, j'enseigne, je suis dans une école, je suis enseignante, et on en parle beaucoup à l'école, à nos élèves, de l'importance d'acheter local, des coopératives et tout. Il y a un exemple qui me vient en tête, les fermes LUFA. Oui. Bon, nous, on en parle énormément à l'école et on reste encore très dans la marge. Nous, on est des enseignantes en français, on en a parlé énormément et maintenant, le collège est devenu un point de chute LUFA parce que les gens ont vraiment embarqué dans l'initiative, ont vraiment... Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi
L'UFA, c'est des agriculteurs qui fournissent. Tu peux acheter ton panier l'UFA sur Internet, tu peux commander tes produits, mais c'est vraiment une coopérative de gens de chez nous qui Puis c'est l'agriculture urbaine, en oui, plus. l'agriculture urbaine, exact. Oui, c'est ça. Puis c'est ils sont très souples, très flexibles. Ils ont plein de produits très, très variés. Et tu peux faire ton propre panier sur Internet et ils viennent livrer. Mais c'était encore très montréalais, très, très centre-ville. Et là, ils prennent l'expansion dans la couronne nord, la couronne sud. Et nous, on en a parlé énormément à l'école en classe. Les élèves, ils posaient des questions, puis on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Et il y a eu tellement de demandes que nous, on a demandé à notre direction, est-ce qu'on pourrait devenir un point de chute pour l'UFA? Et c'est fait, mais c'est très long. C'est toujours comme éternelle bataille parce qu'on passe pour des marginaux, dans le fond, puis on n'en est pas vraiment. Là. En fait, on encourage l'économie de chez nous. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est... Oui, mais je pense que c'est un bon exemple. Effectivement, on a un gros défi de communication. On a un gros défi parce c'est pour ça que je dis, on ne peut pas définir l'économie sociale juste comme des entreprises, parce qu'il faut que ce soit un mouvement pour sa reconnaissance, parce qu'on va, et nous, on a déjà sorti des documents pour une autre logique économique. C'est-à-dire, on est dans une autre logique économique qui passe mal. Comme je dis, si on regarde les nouvelles économiques, à part Gérald Filion, qui est quand même un gars assez ouvert, mais en général, les pages, c'est les cotes, comment les entreprises sont cotées en bourse. Mais nous, nos entreprises ne sont pas cotées en bourse. Parce qu'on dit, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas assez de scandales. Des fois, je fais des faits, je dis, on n'a pas assez de scandales en économie sociale, on est trop transparent, etc. Parce que qu'on lit dans les journaux, c'est ça. Ou c'est sûr qu'il y a des choses qui commencent à prendre l'ampleur en termes de... On parle de changer d'échelle. Parce que le grand défi dans notre travail stratégique au chantier, c'est qu'il faut changer d'échelle. Là, on a fait la preuve que, là, on peut créer des petits fonds de 50 millions, 60 millions, on peut lever. Mais là, il faut qu'on multiplie par beaucoup. Et c'est la même chose au niveau des communications, de se faire connaître, reconnaître, etc., les chaînes de consommation. C'est une bataille constante, mais moi, je pense, honnêtement, là, on est sur le bord de d'autres choses bien rapidement. Il y a des choses qui s'en viennent. Vous allez entendre parler de nous, vous allez voir. Sentez-vous que la génération qui s'en vient, sont vraiment portés vers ça? Oui, absolument. Puis c'est ça aussi. La différence, c'est que c'est des jeunes. Nous, moi, je suis plus à la fin de ma carrière et j'ai zéro inquiétude pour la relève. On est entouré, on n'arrive plus à trouver la place pour tous les jeunes qui veulent entreprendre, etc. Ça, les jeunes sont rendus là. Et, les jeunes, quand même, ils veulent quand même que la planète soit encore là pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'était un peu normal. Et donc, ils sont rendus là. Et donc on est rendu dans les écoles de gestion, comme les HEC, qui est l'école comme le très prestigieux de gestion au Québec. Mais ça a commencé avec les étudiants qui sont venus nous voir en disant, on va faire des vidéos, on va faire la promotion. Maintenant, on travaille avec l'institution, mais ça fait à peine quelques mois. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Mélior Joseph de Haïti. Et donc, je vois que là, on affiche l'incidence ou bien la présence de l'économie sociale et solidaire dans les Amériques. C'est très intéressant et je dois remercier le centre qui m'a permis personnellement de prendre connaissance de l'économie sociale et solidaire parce qu'ils ont été en Haïti, au Cap-Haïtien précisément, pour faire un chantier sur l'économie sociale et solidaire. Et je salue M. Denis Desgagnés. Et on s'est rencontrés là-bas. Et on s'est rendu compte que le contexte haïtien était déjà favorable à une telle initiative. Mais on n'avait pas connaissance de cette pratique. Alors, certes, il existe des institutions financières comme les microcrédits, mais ça ne se présente pas comme une institution d'économie sociale et solidaire. Ouais, donc, grâce au chantier de l'économie sociale et solidaire que le CFA a organisé en Haïti, il y a une certaine sensibilisation et on a fait comme une découverte, quoi. Et ainsi, on s'est rendu compte que déjà, il y a des pratiques. Par exemple, il y a une forte présence de l'économie informelle chez nous. Et dans cette économie informelle, c'est la négociation, la collaboration qui se fait tous les jours. Et aussi, il y a une autre pratique qui s'appelle le sol. Bon, maintenant, je découvre que le sol et le solidaire, donc ça a un certain rapport. C'est une sorte de pratique d'échange, de prêt entre des gens qui sont dans un même milieu. Comme ça, entre eux, ils se permettent d'avoir de l'argent pour régler certaines activités. Et comme ça, ils remboursent l'argent sans intérêt. Comme ça, c'est pour vous dire que, et je suis d'accord avec ce point qui dit qu'il y a des initiatives prometteuses en Haïti. Et moi particulièrement, avec le centre, nous sommes des acteurs qui
sommes en train de développer des modèles appropriés au contexte haïtien. Toutefois, j'ai certaines inquiétudes par rapport à une possible récupération de l'économie sociale et solidaire, que ce soit par les acteurs étatiques, parce que présentement, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Yunus Social Business, c'est une institution internationale qui, et le président a été en Haïti tout dernièrement, mais ce que j'ai constaté, c'était surtout des... Okay. Oui, c'était surtout des gens du gouvernement et de grandes entreprises qui étaient là. Il n'y avait pas vraiment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est pour vous dire que nous devons être très prudents. Et comme le centre est en train de développer un certain modèle, donc on doit prendre toutes ces perspectives en compte. Merci. Merci, on va prendre... OK. Oui. D'accord. Oui, bonjour. Je m'appelle Alejandra Maya, je suis de l'Honduras. Et je voulais juste ajouter à cette discussion le cas d'une situation d'économie sociale qui a lieu aujourd'hui dans le pays. Et je voulais vous demander juste 2 questions par rapport à cette situation. En bref, il s'agit du gouvernement qui est en train de donner des cuisines écologiques aux personnes les plus pauvres. Et je vois qu'il existe le gouvernement donne l'appareil puisqu'ils font de la cuisine écologique, mais je vois la manque d'une formation pour l'utiliser et la manque d'une sensibilisation par rapport aux bénéfices que cet appareil donne au niveau d'utilisation des ressources. Alors, les personnes reçoivent et utilisent cet appareil qu'ils appellent éco-fogon, c'est-à-dire quelque chose qui fait du feu. Et donc, je voudrais vous demander comment pensez-vous qu'on pourrait faire cette économie sociale sans devenir assistentialiste pour des populations vulnérables? Et aussi, comment on peut mesurer en termes qualitatifs, à long terme, ces résultats? Merci. Des petites questions. Là, je vais commencer, puis après, je veux simplement dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'enjeu de la récupération, elle est très présente. Même au Québec, nous, on pensait, et ça vient beaucoup du monde anglo-saxon, je dois dire. Je suis consciente, on a eu une rencontre aussi avec le groupe de M. Younis, qui est fixé sur un modèle de social business, qui est vraiment un modèle privé, etc., donc très rigide, tandis que nous, on pense qu'un mouvement, par définition, c'est un mouvement qui est flexible, qui permet toutes sortes de formes d'expression, etc. On trouve ça. Mais surtout qu'il y a un focus de plus en plus, et c'est un peu la discussion qu'on a avec les jeunes, c'est qu'il y a de plus en plus des forces de droite, je dirais, beaucoup de grands, en tout cas, acteurs anglo-saxons qui disent que, dans le fond, l'économie sociale a une vision de moi, ce que j'appelle, vous appelez ça récupération, de dire, dans le fond, l'important, c'est pas le collectif, c'est en autant qu'il y a une entreprise qui se dit qu'il est sociale avec un entrepreneur individuel. Donc, on n'est pas très loin de la charité. C'est un peu la vision de Bill Gates. Vous allez devenir milliardaire, après vous allez créer une fondation, vous allez soi-disant régler les problèmes de sida en Afrique. Bon, regarde, tu sais, on pourrait... Nous, on dit non, c'est dans le processus de développement, il faut faire des choses, et donc l'importance du collectif. Mais il y a une force qui vient beaucoup là-dessus. Nous, on est très contents. On a une loi cadre qui a comme décrit le terrain de jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre les entreprises privées socialement responsables. Au contraire, c'est très bien. Mais une des raisons qu'il y en a de plus en plus de ça, c'est parce que les citoyens, les consommateurs l'exigent, et aussi les entreprises d'économie sociale montrent que c'est différent. Il y a des études qui démontrent, par exemple, sur le marché de consommation, si des coopératives de consommateurs, même s'ils sont juste 15 ou 20 du marché, ils font baisser les prix. Parce qu'ils démontrent que c'est possible de offrir des biens de consommation à des prix plus bas en créant une coopérative, et ça force les privés à être plus bas. Donc, on commence à avoir de plus en plus de cette... Tu sais, il y a un exemple, je donne toujours, en Allemagne, il y avait, avant les frigidaires, il y avait utilisé un gaz qui s'appelait le fréon, qui était très, très dangereux pour le climat. Et les environnementalistes ont dit, mais regarde, là, il faut arrêter d'utiliser ça. Ils ont dit, c'est pas possible. Bien, on travaille avec des ingénieurs, puis guess what?
Ils ont créé un réfrigérateur sans frion. Ils l'ont fait. Alors, je pense que l'économie sociale est importante. Puis, comme j'ai dit, il y a des gens comme Henry Mintzberg, des sommités de la gestion qui disent qu'il faut absolument que ce secteur prenne plus de force pour pouvoir rééquilibrer, dans le fond, les impératifs du développement économique. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, il faut maintenir le collectif, puis on va travailler avec vous pour y arriver. Par rapport à la question de l'assistantaliste, encore une fois, je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas votre milieu. Les réponses vont venir de chez vous, par vous. On peut s'inspirer, comme nous au Québec, on s'est inspiré de Bangladesh, des cuisines collectives au Pérou. On a emprunté toutes sortes d'idées d'un peu partout, surtout du Sud d'ailleurs, parce qu'en économie sociale, c'est surtout l'innovation vient beaucoup du Sud. Mais comment on peut le faire? Des fois, qu'on dit assistentialiste, c'est plus une perception de l'extérieur. Nous-mêmes, on doit... C'est juste de se dire, on fait partie de l'économie, on se met ensemble, on se donne une formation, on utilise mieux les choses. Pour moi, ce n'est pas nécessairement assistentaliste, mais encore une fois, je ne connais pas assez votre contexte, on peut peut-être s'en jaser, mais et je vais vous revenir avec des outils tantôt pour que vous puissiez aussi vous inspirer puis voir si, tu sais, en tout cas, je pense à des exemples au Vietnam ou ailleurs, là, où ce qui pourrait peut-être être inspirant pour vous, là, mais comme je dis des choses, j'aime pas ça que le monde vienne me dire quoi faire, je ne vous le dirai pas plus. Bon, alors, je vais juste continuer. OK, oui. OK. Gabriel, de la région de Montréal. Vous avez mentionné Desjardins tantôt. Est-ce qu'une coopérative peut devenir trop grosse au point d'en perdre son âme ou de perdre son ancrage dans, par exemple, la communauté rurale d'où ça vient, là, à l'époque? Puis le moyen d'y répondre, est-ce que c'est que si on prend le modèle de gouvernance des caisses populaires, que les gens, les membres des caisses populaires se mobilisent dans les régions urbaines en solidarité aux régions rurales? Est-ce que c'est la façon de... Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des coopératives, puis bon, il y a un grand débat au Québec sur Desjardins, est-ce qu'il est encore de l'économie sociale ou non, parce qu'ils posent des gestes, effectivement, qui sont, disons, très mal reçus, avec raison, à mon avis. Dans les milieux ruraux, on ferme les caisses parce qu'on dit que c'est pas rentable, etc. La personne qui dirige Desjardins, pour ne pas le personnaliser, mais il n'en demeure pas moins, c'est une personne qui était formée dans les banques, qui est arrivée avec une culture des banques. On a fait des changements. Nous, on travaille beaucoup avec M. Belland, qui était l'ancien, et c'est vraiment celui qui nous a permis de venir au monde, puis avec qui je suis en lien. Puis justement, je dînais avec lui la semaine dernière, puis il disait que le monde l'arrête dans la rue de ce temps-ci. Tu sais, les gens, ils veulent reprendre. Donc, il y a des mouvements Alors, on peut dire que Desjardins, la différence, peut-être, c'est que les membres peuvent encore, jusqu'à un certain point, renverser des décisions. Il y a eu une décision à l'Assemblée générale Desjardins qui était renversée cette année pour la première fois. Je pense que je n'ai jamais vu ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pour ça que nous, on a même changé notre mission au chantier. On a dit notre mission, c'est promouvoir l'économie sociale comme composante de nouveaux modèles de développement. Parce qu'il y a deux visions. Une coopérative peut aussi, au Brésil, par exemple, il y a eu, sous la dictature, la création de coopératives parce que les multinationales, c'est une façon de briser les syndicats et de faire travailler les gens moins cher en donnant en sous-traitance à des coops de travail. Donc, il y a dans le gouvernement Cameron en Grande-Bretagne, ils ont fermé des services publics puis ils ont dit « Ah, parfait, mais c'est pas grave, les fonctionnaires pouvaient créer des coops. » Alors, si ton objectif, c'est juste de créer plus de coop, tu dis, ah, c'est bon ça, plus de coop. Mais si ton objectif, c'est un modèle de développement plus inclusif, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc, je pense que le débat, il y a un débat international. C'est pas juste chez nous, c'est tous les continents sur la finalité de l'économie sociale et solidaire. C'est-tu transformatif? Est-ce que c'est un mouvement de transformation ou c'est un mouvement juste pour ramasser ce qui va mal, puis ramasser des dégâts, dans le fond, d'un système qui, à mon avis, fonctionne mal. Et Desjardins, bien, je pense qu'on est en plein dedans sur ce débat-là. Bonjour, je m'appelle Rosimina Perrin, je viens d'Haïti. J'aimerais savoir les limites de l'économie sociale et solidaire et aussi le niveau de prise de conscience écologique de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'une entreprise très capitalistique qui font des millions de la production des substances néfastes pourrait arriver à rentrer dans un réseau économie sociale et solidaire qui lui demanderait à ce niveau des exigences de primauté de la personne sur le capital, de protection de l'environnement, santé humaine et animale?
Mais c'est sûr, pour nous, une entreprise privée à capital action, il n'est pas de l'économie sociale. Il peut y avoir des entreprises à capital action, il y en a, qui ont une responsabilité sociale, qui essaient d'améliorer leur empreinte écologique. Par exemple, nous, on travaille d'ailleurs avec un réseau au Québec qui s'appelle ECPAS, c'est l'espace concerté pour des politiques achats responsables. Puis il y a quelques grandes entreprises autour de la table, les gens qui sont responsables des achats, qui disent quand on va acheter, on veut tenir compte de l'environnement, on veut tenir compte du social. Ils font de plus en plus affaire avec des entreprises d'économie sociale, etc. Donc, on peut être partenaire avec des entreprises privées, mais évidemment, on a toujours cette vision, est-ce qu'on va vers un modèle de développement plus durable et inclusif ou non? Et c'est un peu le critère. Donc, on ne dit pas que l'économie sociale va prendre toute l'économie, mais il doit travailler nécessairement avec l'économie publique et l'économie privée, mais toujours en amenant des gens vers cet objectif-là. L'autre élément, est-ce que les entreprises d'économie sociale sont tous exemplaires sur le plan social et environnemental? Non. Et ça fait partie de nos objectifs. Tu sais, nous, pas pour rien, puis on n'est pas les seuls au Brésil, puis dans beaucoup de nouveaux réseaux de l'économie sociale et solidaire émergente, on met autour de la table non seulement les entreprises, mais également les représentants du mouvement syndical, les représentants du mouvement des femmes, du mouvement environnementaliste, etc., pour nous questionner puis nous interpeller pour que quand les entreprises se créent, on a cette préoccupation des façons de produire, le rôle des femmes dans les entreprises, les conditions de travail pour les travailleurs. Donc, c'est un défi qu'on se donne. Il n'y a pas de perfection, mais c'est, comme je dis, un mouvement, c'est ça, ça se construit avec le temps, donc on travaille dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns sur l'international et sur les perspectives de collaboration, parce que c'est le début d'une discussion qu'on a aujourd'hui, j'espère. Alors, juste pour dire, effectivement, je voulais faire ressortir, parce qu'on est dans le Centre de francophonie des Amériques, la reconnaissance par divers gouvernements. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en Amérique latine, en économie sociale et solidaire. La Bolivie, l'Équateur, il y a des changements constitutionnels là. Ils ont reconnu dans leur constitution la pluralité d'économie. Le Mexique, qui d'ailleurs, c'est où, madame du Mexique? La Constitution de 2011, hein, ça reconnaissait du Mexique, ça reconnaît l'économie sociale dans la Constitution. Ça a été oublié, mais c'était là. Mais en tout cas, on va voir de plus en plus la loi cadre, Honduras. En tout cas, il y a beaucoup de politiques publiques des États, mais aussi des réseaux de la société civile sont de plus en plus forts dans les pays d'Amérique latine et la majorité sont en dialogue avec leurs États respectifs. Il y a des réseaux continentaux, il y a des réseaux de recherche reliés, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Puis, bon, il y a des réseaux continentaux, des mutuelles. Il y a le RIPES, dont on fait partie de l'Amérique latine des Caraïbes. Et bon, évidemment, le Centre de la francophonie qui commence à soutenir des initiatives avec qui nous travaillons avec. Mais aussi, ce qui est encourageant de voir, c'est la reconnaissance au sein des institutions internationales. À l'automne 2013, il y a une task force interagence qui réunit 20 agences des Nations unies qui s'est créée autour de l'économie sociale et solidaire. L'Organisation internationale du travail était un des premiers à mettre ça à l'ordre du jour. Ensuite, il y a eu le UNRISE, qui est l'Agence des Nations unies qui fait la recherche sur le développement social, le Programme des Nations unies pour le développement, l'agriculture, etc. Donc, tous ces gens-là sont regroupés pour créer une task force et collaborer autour d'un agenda économique social aux Nations unies. Mais l'OCDE est là-dessus depuis de nombreuses années à travers son forum sur l'innovation sociale. Je vous ai parlé du groupe de travail du G7. La Commission européenne, moi j'ai participé il y a quelques années à l'Association internationale des maires francophones à leur rencontre annuelle à Paris où le thème c'était l'économie sociale et solidaire. Et un événement qui s'en vient s'appelle, m'excuse pour l'anglais, mais ça allait qu'on peut, en tout cas c'était compliqué avec l'Office de la langue française, c'est comment entrer. Alors en termes de perspective pour la francophonie des Amériques, bon c'est un peu les choses qu'on a discutées avec le Centre de la francophonie, d'où un peu ma présence aujourd'hui, c'est partage des connaissances. On a des outils qu'on a développés, je vous donnerai les sites web tout à l'heure, de transfert de connaissances, mais aussi de l'information en 3 langues, anglais, français, espagnol, sur les politiques et ce qui se passe au niveau international. Il y a des échanges qui ont commencé autour de ce qu'on appelle des coopératives jeunesse de service, qui est une façon d'amener des jeunes à entreprendre collectivement.
Il y a aussi eu des échanges entre nos Premières Nations et les peuples autochtones, la finance sociale, etc. Il y a des échanges institutionnels avec différents pays. Il y a des activités de formation, d'accompagnement et de rencontres internationales. Alors, certainement, en tout cas, on va suivre ça avec le Centre de la francophonie, mais je pense qu'il y a beaucoup de perspectives d'échanges internationaux et d'apprentissage mutuel dans le développement de ce mouvement. Et, bon, un rendez-vous à ne pas manquer, qui est c'est à l'initiative, en tout cas peut-être pour raccourcir, bien, juste rapidement, le maire de Séoul, qui était une très grande ville, c'est la capitale de Corée du Sud, et c'est un militant d'économie sociale qui est élu, en tout cas, je pense à sa grande surprise à lui aussi, qui vient d'être élu, et qui donc a mis de l'avant beaucoup l'importance de l'économie sociale dans la gestion de sa ville et le rôle des municipalités. Convoqué à quelques reprises des rencontres, aime beaucoup le modèle québécois. Je pense qu'on est rendu notre 25e délégation de Corée du Sud. Là. Je vais bientôt parler coréen. Et là, la prochaine rencontre, cette rencontre internationale aura lieu à Montréal dans un peu plus d'un an, en septembre 2016, co-organisée, parce que tout le principe de ce réseau, cette association internationale, c'est le partenariat entre la société civile et les gouvernements locaux. Donc, la rencontre à Montréal serait co-organisée par la Ville de Montréal et le chantier d'économie sociale. Et il viendrait des gens d'un peu partout. On a déjà l'engagement de Rio, on travaille avec New York, Paris, etc., des grandes villes, mais aussi des plus petites villes. Et tous ceux qui peuvent être intéressés par cette thématique-là, on sait que plus que 50% de la population mondiale reste dans les villes et ça va augmenter en 2050, je pense, à 70%. Et on espère, on pense, on confirme, Denis, qu'il y aura des événements connexes, dont un sur la francophonie et l'économie sociale et solidaire, qui est prévu. Donc, rendez-vous à Montréal en septembre 2016, les détails à venir. Bon, je vous laisse, et peut-être que les gens pourront envoyer le PowerPoint pour que les gens le voient, mais pour les informations, on en savoir plus pour ce qui se passe au Québec. Il y a notre site, le chantier. On a un portail qui donne un peu l'idée de toutes sortes d'initiatives partout au Québec. Ça s'appelle économiesocialquebec.ca. Et on a, comme je dis, ce nouveau centre de liaison et de transfert de connaissances qui s'appelle le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Tout ça en français. Et il y a aussi des ressources pour en savoir plus. Il y a la bibliothèque numérique du Centre de la francophonie, où il y a de l'information. Il y a notre site de Relies, qui est une initiative chantier qui parle de ce qui se développe à travers la planète. Et si vous voulez retrouver le réseau de votre propre pays, de votre propre continent, il y a le RIPES qui donc a un site web aussi. Alors je pensais que ça pouvait vous être utile. Et il reste 10 minutes. Ou est-ce qu'on arrête pour d'autres questions ou c'est fini? Bien, on va arrêter on va prendre d'autres questions. Mais là, tout d'abord, on aimerait vous remercier. Ah ben, okay. Merci. Merci. Et on va prendre d'autres questions. Mais juste avant de passer à la période de questions, moi, je voudrais rappeler 2 points vraiment importants de la présentation de notre conférencière. Et dans un premier temps, et ça revient à tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire l'économie n'est pas sans lien avec l'État, avec un certain type d'intervention. Je pense que notre conférencière nous a bien expliqué qu'il y a un mythe comme quoi l'économie, c'est le monde est laissé à lui-même. Les gens font ce qu'ils veulent, sont soumis à une sorte de loi de la jungle du marché. En fait, ce qu'on comprend avec la présentation, c'est qu'encore une fois, il y a des cadres à partir desquels on peut guider notre action. Il y a des cadres législatifs, il y a des encadrements institutionnels, il y a des incitatifs qui font en sorte que l'économie qu'on développe peut devenir une économie solidaire ou bien peut être une économie qui renforce le capitalisme de plus en plus sauvage. Donc, économie n'égale pas absence d'intervention étatique.
Et économie n'est pas synonyme de néolibéralisme. Et voilà. Ce qu'on a compris avec la présentation d'aujourd'hui, c'est que l'économie peut aussi être solidaire, peut aussi être sociale, peut aussi avoir une finalité collective. Donc, à tous ceux qui font des cours d'économie, vous pouvez rappeler ça à vos professeurs d'économétrie, parce qu'il faut faire la distinction entre économétrie et... L'économie, c'était une science humaine, hein? Moi, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que c'était, tu mets des chiffres, puis ça sort, puis c'est ça. C'est une science humaine, hein? C'est les choix. Même quand on parle du marché, on dit, le marché est de bonne humeur, le marché est nerveux. Alors, c'est vraiment des choix. Hein? On peut faire d'autres types de choix. Et l'origine du mot économie, ça vient du mot grec, ça veut dire l'ordre dans la maison. OK? Et c'est pour ça que j'ai dit aux femmes, si on s'en occupe pas, là, on sait qu'est-ce qui arrive quand on ne s'occupe pas de la maison. Hein? Il faut qu'on s'occupe de l'économie. Ensuite, pour vos journaux de bord, hein, parce que vous savez, je suis toujours un peu comme le perroquet à chaque matin qui vous parle de votre journal de bord. C'est-à-dire, ce qu'on comprend de l'exposé de Mme Nittmann ce matin, c'est que la francophonie des Amériques doit aussi réfléchir à son modèle de développement économique. On sait que le CFA participe de plein pied au développement d'une approche d'économie solidaire, a des partenariats, ce qui ne veut pas dire que c'est exclusif à la francophonie que notre modèle de développement n'est qu'un modèle d'économie solidaire, mais dans une francophonie plurielle, effectivement, dans une francophonie qui cherche à inclure tout le monde, il faut aussi qu'il y ait une place pour une réflexion sur la coexistence des formes de développement économique et sur le projet économique de cette francophonie. Donc, quand on parle de développer des espaces économiques dans la francophonie des Amériques, eh bien, l'économie solidaire fait partie d'un modèle qu'il faut aussi être capable de prendre en compte quand on réfléchit sur l'espace économique de la francophonie. Et Mme Nittmann a dit à plusieurs reprises, nous, on n'est pas cotés en bourse. Mais l'économie solidaire pourrait aussi se donner sa propre bourse, ou si on n'aime pas le concept, ses propres indicateurs de bonheur et de solidarité. Hein? Et c'est peut-être la prochaine étape pour le chantier de l'économie solidaire. Vous faites partie d'initiatives de transfert des connaissances, de partage des connaissances. Bien, peut-être vous pouvez mobiliser vos chercheurs pour qu'on ils travaillent, puis s'il y en a d'autres qui y travaillent, ça nous fait plaisir de collaborer. Là. Mais il y a de plus en plus d'instances internationales qui regardent ça aussi. Là. Mais c'est très important, toute la dimension partage des connaissances, partage de savoir, parce qu'on peut en tirer des apprentissages, on peut en tirer des savoirs pour l'action, pour vous aider à vous outiller dans vos propres milieux afin d'amener cette réflexion à la fois dans le développement d'une francophonie des Amériques, mais comme vous pouvez voir, l'économie solidaire, ce n'est pas unique à la francophonie. Hein, ça a une dimension internationale, intercontinentale, interpeuple. Donc aussi, dans les rapprochements interculturels, l'économie solidaire peut devenir importante. Alors, on a encore un peu de temps pour des questions. Alors, j'ai M. Poindal, Pascal. Non, c'était le Pascal. Moi, j'avais demandé bien avant. Okay. C'est pour ça. Okay. Elle a bien payé. Alors, moi, c'est Marisa du Brésil. Ah. Ça marche? Oui. Alors, rendez-nous le Forum social mondial à mon État, là où il est né, parce que vraiment, ce genre d'initiative, ça provoque après des retombées gigantesques. On n'en parlait presque plus de plusieurs questions à l'époque, quand il est né à Porto Alegre, ma capitale. On n'en parlait presque pas de sécurité alimentaire, transgénie et tout ça. Et toutes ces notions-là sont entrées dans les politiques après le Forum social. Bon, ça c'est l'impact vraiment économique, l'économie solidaire, après les budgets participatifs, tout ça dans les mairies de mon État. Celle qui avait le gouvernement des travailleurs. Bon. Mais l'impact linguistique du forum, je me souviens très bien, le premier forum, j'avais des étudiants, et ils étaient tous des étudiants de langue française,
Et ils étaient tous cherchés pour être des volontaires et faire l'interprétariat pendant le forum. C'était une chose extrêmement rare pour nous parce que notre francophonie là-bas au Brésil, c'est une francophonie d'adultes, quoi. Et ils étaient cherchés au 3e semestre, à la 2e année à peine de formation pour faire de l'interprétariat. Et après, quand ils sont revenus de nouveau à l'université, ils étaient très enthousiastes, et pas seulement de la langue, mais aussi de toutes ces questions. Ils étaient imprégnés de ces questions. Alors, je suis très contente de voir là que vous aurez le forum. Mon mari est sociologue, il me l'avait dit. Il a dit il faut qu'on se prépare pour Montréal 2016. C'est un projet. Et je vous félicite de cette... Nancy, on va prendre les questions. Oui, parfait. Faire une conclusion. Oui, bonjour. Moi, c'est Pascal Poinlan. Je viens de Québec. Je voulais savoir, d'après vous, parce qu'on a vu que l'économie sociale, dans certains secteurs économiques, ça marche très bien. On a parlé du secteur des finances, l'agriculture. Mais est-ce que, d'après vous, il y a des secteurs de l'économie où on peut pas, où l'économie sociale devrait éviter de s'impliquer parce que ça ne marchera pas? Je sais pas, je pense au secteur minier. Est-ce qu'il y a des limites? Je veux juste parler de ça. Voyez-vous des limites ou des secteurs où il faut éviter de faire des coopératives parce que ça ne marchera pas? Une question ici? C'est juste un commentaire. Bonjour, je m'appelle Ernesto, je suis prof de français à La Havane, Cuba. Et je suis très content, je vous remercie pour cette présentation et le fait que tu vas dans ce projet. Et je voulais juste partager en fait une expérience, disons peut-être la plus importante qu'on a à La Havane, comment le centre historique de la ville a été restauré grâce à la participation du tourisme et un projet développé par le conservateur de la ville. Et non seulement en fait il a restauré le patrimoine, mais il a créé des emplois, il a bénéficié les habitants, parce qu'en fait c'est quand même une population assez pauvre. Et puis aujourd'hui en fait, et la francophonie est aussi touchée parce qu'on a créé un centre culturel et francophone qui s'appelle c'est la maison Victor Hugo de la vieille ville, et ce projet a aussi financé l'élargissement de l'Alliance française. On va doubler le nombre d'élèves, on aura autour de 10 000 élèves, et c'est l'Alliance française la plus grande au monde en fait. Et puis elle a été récemment inaugurée par le président français le mois dernier. Marie-France Canet de la Saskatchewan. Vous avez parlé beaucoup de finances sociales également. Et ma question, c'est qu'on voit de plus en plus ici au Canada le gouvernement fédéral qui met la pédale au fond sur la finance sociale. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises au Québec en économie sociale qui ont un apport du secteur privé? Parce que ça pose un défi dans les communautés comme la mienne, ou des entrepreneurs francophones qui sont prêts à financer des entreprises d'économie sociale. Il n'y en a pas des tonnes. Donc, ça pose un défi. Et je me demandais si vous aviez quelques statistiques, parce qu'on sait évidemment qu'au Québec, il y a une masse critique d'entrepreneurs francophones. Oui. Alors, je sais pas, juste pour dire, il y a des commentaires et des questions sur le Brésil, juste pour dire que nous, on a travaillé pendant 10 ans avec le Forum brésilien d'économie solidaire. On a un partenariat et même une publication qui est un peu datée, mais tout ce que les Brésiliens, en venant, ils ont identifié 10 expériences québécoises qu'ils trouvaient super intéressantes pour apprendre, apprendre pour transférer au moins des connaissances. Et nous, vice-versa, par rapport au Brésil. Puis chacun, on a mis des fiches, puis on les a publiées en français puis en portugais, là. Mais c'est vieux, à voir su, je t'en ai rapporté. Mais on a appris énormément du Brésil, des forums sociaux, etc. Je les ai faites, pas tous, là, mais pas mal. Et donc, effectivement, le Brésil, c'est un laboratoire absolument, plus qu'un laboratoire, c'est tellement grand, le Brésil, mais fabuleux. Mais on avait beaucoup de choses en commun parce qu'à un moment donné, les Brésiliens, le Forum brésilien, ils ont dit on veut avoir un partenariat spécial avec le Québec. On n'était même pas 8 millions à l'époque. Vous êtes presque 200 millions, c'est ça? Je dis pourquoi? Mais parce qu'on avait des visions communes, là, vraiment d'un mouvement de transformation. Donc, sur la question de la Saskatchewan, je peux vous faire suivre. On fait une étude à peu près tous les 3-4 ans
3 ans là, sur l'état de la finance sociale puis l'investissement avec impact au Québec qui démontre c'est quoi les actifs. On voit, par exemple, une croissance absolument incroyable. Mais je dois dire que nous, on travaille surtout avec les investisseurs institutionnels. C'est les fonds de travailleurs, les fonds de pension, là, il y a une mutuelle d'assurance qu'on crée un nouveau fonds en habitation pour les coops de 32 millions, mais c'est le SSQ qui est là-dedans. Mais on s'en va plus vers des expériences d'obligations communautaires, d'épargne de proximité. Donc, il y a toute une évolution, mais on a une foule d'informations qui peuvent sûrement vous être utiles. Il y avait la question... Les limites de l'économie. Limites. Bien, c'est sûr que l'armement et les sables bitumineux, j'espère que l'économie sociale n'a jamais intéressé par ça. Après ça, la limite est plus l'accès à du capital. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a, je ne me rappelle plus en quel pays d'Amérique latine, il y a une mine qui est une coopérative de travail, effectivement. Donc, il n'y a pas de raison. Pardon? Comment ça marche pour qu'une mine soit devenue une coopérative? Ça, je ne connais pas toute l'histoire, mais il y a peut-être un enjeu des nationales. Je ne sais pas, là, mais c'est toujours l'enjeu, c'est l'accès du capital. Ces affaires sont extrêmement intensifs en capitalisation, avec un espoir de rendement faramineux. Alors, comme nous, on dit, on ne fait jamais ça, mais on ne fait pas ça, fait que, à la longue, donc c'est du capital patient, mais il n'y a pas de raison, et on s'en va de plus en plus, quand j'ai des changements d'échelle, de pouvoir faire ces affaires-là. C'est pour ça parce que moi, j'ai une obsession par rapport au développement de ce mouvement-là, c'est effectivement l'accès du capital, et on voit l'évolution. Et je parlais avec quelqu'un juste l'autre jour qui travaille pour une agence de cotation des actifs pour la bourse, là, et qui me disait, effectivement, depuis 2008 et toutes les crises et c'est tout ce qu'on a vécu là, en termes de la crise 2008, ça a été bon, si tu veux, pour l'économie sociale, dans le sens ça démontre jusqu'où l'absurdité de cette affaire-là peut aller, et que de plus en plus, même dans les marchés et les évaluateurs de risque au plus haut niveau, dans le mainstream au complet, ils réalisent que maintenant que ces genres de titres, on appelle ça des nouvelles sortes de titres, qui sont patient, mais stable, c'est probablement plus rentable à la longue que la spéculation parce qu'il y a tellement de pertes. Donc, je dirais que moi, ce qui exclurait pour moi un secteur, ça va être son impact antisocial, anti-environnemental ou qui va écraser des cultures des peuples. Là. Mais après ça, il ne devrait pas... Nos limites sont nos propres limites en termes de nos outils. Il faut y travailler. On y travaille. Et la dernière chose, c'était... Un commentaire, c'était... Cuba, ah oui, mais on va se parler parce que j'ai visité ce quartier-là et tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de discussions de plus en plus de l'Association nationale des économistes cubains sur ces modèles-là entre la Chine, le modèle de l'économie sociale, la création de coop. Le défi, à mon avis, à Cuba, c'est amener des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs à entreprendre. Et ça, c'est un défi. D'ailleurs, on commençait à faire un projet avec les Cubains sur les enjeux d'accompagnement. Il y a beaucoup d'échanges entre Cuba et Québec là-dessus, mais aussi sur les coopératives jeunesse de services. Comment on peut amener la jeunesse dès l'école, à commencer à comprendre. Instinctivement, les concours d'entrepreneurship au Québec, c'est tout le temps des projets collectifs. Combien de petits culs en 5e année vont dire « Moi, je suis un futur Bill Gates ». Ils se mettent ensemble, puis ils veulent régler un problème de la planète, etc. C'est naturel, mais après, on arrive dans les écoles d'administration, on dit « Non, c'est pas ça le modèle ». Et l'autre chose qui est encourageante, mais je vais finir avec ça, il y a aussi même un mouvement international présent au Québec, mais aussi des étudiants d'économie qui disent qu'il faut arrêter la façon d'enseigner l'économie, puis il faut amener une pluralité dans l'enseignement de cette science humaine qui est l'économie. Donc ça, c'est des choses qui m'encouragent. Puis il y a un débat, même à Cuba, entre les économistes sur c'est quoi le modèle pour avancer. Et au moins, on fait partie du débat. On n'a pas encore gagné, mais il faut au moins faire partie du débat. Voilà. Dans les universités, il faut juste embaucher des économistes. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. C'est un grand défi, mais on avance. Les jeunes, ils nous poussent dans cette direction-là. Merci beaucoup. Très bien.